Avant l'arrivée massive des puissances européennes en Afrique de l'Ouest, le territoire n'était ni vide ni chaotique. Il s'agissait d'un espace densément peuplé, structuré selon des logiques propres, profondément enracinées dans l'histoire, la culture, les échanges et les alliances. Ce territoire n'était pas constitué de pays au sens moderne, c'est, à dire avec des frontières fixes, une capitale unique, une armée nationale et une administration centralisée, mais plutôt de sphères d'influence politique et culturelle souples où se superposaient des royaumes, des empires, des confédérations religieuses, des chefferies et des sociétés nomades. Le pouvoir n'était pas toujours concentré en un seul centre, il pouvait être réparti selon des cercles concentriques de loyauté, de vassalité ou de spiritualité. La souveraineté n'était pas territoriale au sens strict, mais souvent relationnelle. Elle reposait sur des serments, des alliances, des systèmes d'échange, des familles élargies et des accords coutumiers. Au cœur de cette Afrique de l'Ouest se déployaient des entités politiques puissantes, chacune avec une histoire complexe et des réseaux d'influence étendus. Le plus ancien des empires reconnus dans la région est celui de Ouagadougou, plus connu sous le nom d'Empire du Ghana, dirigé par les Soninké. Ce royaume contrôlait le commerce transsaharien de l'or, du sel depuis la région de Koumbi-Saleh, au sud de la Mauritanie actuelle. Son influence s'étendait jusqu'aux frontières actuelles du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso. Après sa chute progressive, notamment à cause des invasions almoravides venues du Maroc, l'espace fut réorganisé autour d'un nouvel empire, le Mali, fondé par Soundiata Keïta au XIIIe siècle. Cet empire, dont la capitale était à Niani dans l'actuelle Guinée, connut son apogée sous Mansa Moussa au XIVe siècle. Il contrôlait une vaste partie de l'Afrique de l'Ouest, allant de la Guinée actuelle jusqu'au Niger, incluant le nord de la Côte d'Ivoire, une partie du Burkina Faso et le sud du Sahara. Tombouctou, Djenné et Gao étaient des centres intellectuels et commerciaux de premier plan, attirant savants, juristes, marchands et poètes. Cet empire fut lui-même supplanté plus tard par l'empire Songhai, qui, depuis Gao, étendit son autorité sur les anciens territoires maliens et développa une administration structurée avec des ministres spécialisés, des cadis juges islamiques, une fiscalité complexe et une armée professionnelle. Dans ces empires, les frontières étaient des zones de contact, pas des lignes rigides. Les marges de l'empire n'étaient pas contrôlées militairement en permanence. L'autorité impériale y était reconnue à travers des alliances, des tribus ou la diffusion de la langue, de la religion et du commerce. À côté de ces empires, on trouvait une multitude de royaumes autonomes ou semi-autonomes, les royaumes Bambara de Ségou et de Karta dans l'actuel Mali, les royaumes Akan, comme ceux de Kong, Bouna, Sanoui en Côte d'Ivoire, le royaume Mossi au Burkina Faso, le royaume Peul du Massina dans le delta intérieur du Niger, ou encore les États islamo-théocratiques du Fouta Djallon, Guinée et du Fouta Toro nord du Sénégal. Il existait aussi de vastes zones contrôlées par des nomades, notamment les Touaregs dans l'Adrar des Ifoga, Mali, le Hogar sud de l'Algérie, le Tamesna, Niger, et les confédérations Meurs en Mauritanie. Ces groupes avaient leur propre structure politique basée sur les lignages, les conseils de chefs, la médiation religieuse et les réseaux de commerce caravanier transsahariens. Quand les Européens commencèrent à s'intéresser à l'intérieur de l'Afrique, surtout au XIXe siècle, ils étaient animés par plusieurs objectifs. Économiques, ressources naturelles, esclaves, terres, géopolitique, contrôle des routes commerciales, rivalité entre puissances européennes, idéologique propagation de la civilisation, de la religion chrétienne et des valeurs occidentales, et raciste, affirmation de la supériorité supposée de la culture européenne sur les cultures africaines. Ce mouvement colonial, longtemps préparé par les explorateurs, les missionnaires et les commerçants, atteignit son paroxysme avec la conférence de Berlin de 1884-1885. À cette occasion, les puissances européennes, sans aucun représentant africain, décidèrent de se répartir l'Afrique selon le principe d'occupation effective. Autrement dit, pour revendiquer un territoire, une puissance devait le contrôler militairement et administrativement. Cela déclencha une course effrénée entre la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, etc., pour occuper le continent africain.
la France se concentra sur l'Afrique de l'Ouest. Elle mit en place une stratégie militaire et administrative pour soumettre les royaumes existants, souvent par la force, parfois par des alliances, mais toujours dans l'objectif d'intégrer ces territoires dans une logique impériale européenne. Entre les années 1880 et 1910, la plupart des grands royaumes furent écrasés. Le royaume de Ségou tomba, l'empire Peul du Massina fut dissous, Samori Touré, le fondateur de l'empire Wassoulou, fut capturé en 1898 après une longue guerre de résistance, Béhanzine du Dahomey fut exilé, le royaume Mossi de Ouagadougou fut incorporé de force, et les Touaregs furent écrasés par les troupes françaises du Sahara. En 1895, la France créa l'Afrique occidentale française, AOF, une fédération coloniale regroupant 8 territoires. Le Sénégal, le Soudan français, Mali, la Guinée française, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, Bénin, la Mauritanie, le Niger et la Haute-Volta, Burkina Faso. Le siège de l'administration coloniale était à Dakar. L'objectif était de centraliser le pouvoir, de faciliter l'exploitation économique et d'imposer la culture française. Mais ce processus s'accompagna d'un redécoupage radical des territoires. Les colonisateurs, en quête de rationalité administrative et logistique, tracèrent de nouvelles frontières à la règle, au compas, parfois sans même se rendre sur place. Des peuples furent divisés arbitrairement. Les Peuls entre plusieurs colonies, les Touaregs entre le Soudan français, l'Algérie et le Niger, les Mandingues entre la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. Des groupes rivaux furent placés sous la même administration. Des circuits commerciaux historiques furent coupés. Les cartes furent dessinées à Paris, parfois en négociation avec Londres, Berlin ou Lisbonne, sans aucune considération pour les structures sociales, religieuses, linguistiques ou historiques locales. Le découpage colonial n'avait qu'un objectif, le contrôle et l'exploitation. Ce processus de partition fut aussi culturel. Les noms des territoires furent changés, le Manden devint le Soudan français. Le royaume de Kong fut effacé. Le Fouta Djallon devint une subdivision administrative de la Guinée française. Le fleuve Sénégal donna son nom à une colonie entière. Des noms géographiques, souvent latinisés ou francisés, remplacèrent les noms autochtones. Niger, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Haute-Volta. Ces noms visaient à gommer l'histoire africaine, à l'effacer du présent et à imposer un nouvel ordre symbolique dominé par l'Europe. La langue française fut imposée comme langue de l'école, de l'administration, du droit. L'islam fut toléré mais surveillé. Les religions traditionnelles furent méprisées. L'élite africaine fut formée à l'école coloniale pour servir l'administration coloniale, mais sans véritable pouvoir politique. Lorsque les indépendances furent accordées dans les années 1958-1960, les frontières coloniales furent conservées. Pourquoi? Parce que les dirigeants africains de l'époque, conscients des risques de guerres civiles et de conflits ethniques, acceptèrent par pragmatisme le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation lors de la conférence de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1964. Mais cela signifiait que les blessures du découpage colonial restaient ouvertes. Les nouveaux États étaient des entités fragiles, artificielles, souvent incapables de répondre aux aspirations profondes des peuples. Certains conflits post-coloniaux en sont les conséquences directes. Guerre de la bande d'Agaché entre le Mali et le Burkina Faso, tensions entre Mauritanie et Sénégal, conflits Touaregs au Mali et au Niger, sécession du Biafra au Nigeria, etc. Les noms des nouveaux pays, bien que parfois inspirés du passé, ne purent totalement effacer le traumatisme. Le Mali, par exemple, reprit en 1960 le nom d'un empire glorieux, mais son territoire ne correspondait qu'en partie à celui de l'ancien empire du Mali. Le Ghana, autre nom prestigieux, fut donné à un pays, l'ancien Gold Coast, situé plus à l'est que le véritable empire du Ghana. Le Burkina Faso, ex-Haute-Volta, choisit un nom signifiant « pays des hommes intègres » pour retrouver une dignité perdue. Mais derrière ces choix, il restait les cicatrices d'une histoire violente, celle d'un continent partagé sans son accord, dépossédé de ses noms, de ses cartes, de ses centres, de ses vérités. Ce que cache souvent le récit officiel des frontières africaines, c'est que la colonisation n'a pas seulement été une domination physique ou économique. C'était une entreprise de réécriture du monde. En redessinant les territoires, en renommant les régions, en imposant une langue, une culture,
une hiérarchie raciale, les puissances coloniales ont tenté de détruire une mémoire africaine millénaire. Ce que les frontières actuelles enferment, ce ne sont pas seulement des peuples, mais aussi des histoires interrompues, des royaumes effacés, des spiritualités fragmentées, des systèmes politiques déclassés, des voix tues. Reconstruire cette mémoire, redonner leur nom aux choses, comprendre comment les terres ont été volées, partagées, rebaptisées, c'est commencer à libérer la conscience africaine de la carte imposée.